Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview de Sommet de la guérison mystique, édition 3, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Bouillot. Emeline est psychopraticienne, auteure et conférencière, mais elle est aussi une artiste, danseuse, chanteuse, ventriloque, art thérapeute et créatrice de l'association Résilience, parrainée par Boris Cyrulnik. Comme vous allez le découvrir, Emeline a vécu plusieurs vies en une et un parcours de guérison incroyable et riche d'enseignements qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Bonjour Emeline, merci pour ta présence sur ce sommet. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors, Emeline, tu vas partager avec nous 6 expériences de guérison que tu as vécues. Alors, on Oui, va commencer peut-être par la première expérience, c'est le lumbago. oui, tout à fait. Donc, j'étais en Grèce et la veille de rentrée, j'ai été terrassée par un lumbago dans le bas du dos. Je pouvais à peine marcher. Et j'avais déjà pris l'habitude un peu de questionner mon corps, de réfléchir au sens que tout cela pouvait avoir. Et à ce moment-là, donc, je me suis assise et j'ai dit à mon corps, de quoi as-tu besoin? Et à ce moment-là, j'ai entendu dire non. J'étais un peu surprise, je me suis dit de quoi ça parle. Et j'ai vite associé à ce que je vivais à ce moment-là. En fait, le lendemain, je devais retourner en France et je devais aller au tribunal où quelqu'un de ma famille m'avait demandé de venir pour une audience. Et en fait, ce n'était pas ma place. J'avais dit oui, voilà, par empathie, mais en fait, c'était pas juste. C'était pas juste pour moi d'aller au tribunal et d'assister à l'audience. Tu avais Donc, dit oui en ressentant non, en fait. voilà, mais à l'époque, j'avais dit oui sans me poser de questions. Voilà, c'était quelqu'un qui m'est très proche, qui est très cher. Donc, j'avais dit oui. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, bah, ok, je ne vais pas y aller. Et j'assume, et je commençais à dire, dès que je rentre en France, j'appelle la personne et je lui dis, je suis désolée, mais je ne suis pas capable de venir. J'ai décidé, c'est pas juste pour moi. Je penserai à toi, mais je ne viendrai pas à l'audience. Et en fait, au moment où je me suis autorisée à dire que j'allais dire non, eh ben, le lumbago, il a cédé. C'était absolument incroyable. Et pratiquement tout de suite, j'ai pu marcher correctement. J'étais assez inquiète parce que je me suis dit, je ne vais pas pouvoir prendre l'avion, ça va être terrible. En fait, quand on a un problème de santé ou un symptôme invalidant, comme celui-là, il y a toujours quelque chose qu'on a à faire et qu'on ne pourra pas faire. Ça peut être intéressant aussi de le regarder comme ça, en disant qu'est-ce que ça va m'empêcher de faire? Ça aurait pu m'empêcher de rentrer en France, je ne sais pas, enfin bon, voilà. Donc, merci mon corps. Donc, la première clé, c'est en fait écouter ce que ça dit à l'intérieur et Voilà. que ça nous empêche de faire, en fait. Voilà. Et là, j'étais sur la thématique de oser dire non alors que j'avais dit oui et qu'en fait, si j'avais pris le temps, j'aurais senti que c'était pas OK pour moi, c'était pas juste. Alors, le deuxième, c'est l'eczéma, tu as dit de la paupière, c'est ça? C'est ça. Alors là, c'est une histoire un tout petit peu plus longue. En fait, j'avais donc une spondylarthrite ankylosante, j'en reparlerai. J'ai été suivie beaucoup à l'hôpital Henri Mondor, dans la région parisienne. Et puis, quand j'ai déménagé, bon, j'allais mieux, mais j'étais encore quand même dépendante de camisole chimique, on va dire. Et puis, j'ai construit une croyance limitante dans ma tête que de toute façon, je ne serais pas bien soignée loin de cet hôpital. Et évidemment, comme j'avais cette belle croyance que je ne serais pas bien soignée loin de cet hôpital, j'ai commencé à avoir une crise inflammatoire de douleur terrible, perdre la marche, etc. Évidemment, j'ai attiré à moi un rhumatologue qui ne pouvait pas me prendre. Ensuite, j'ai trouvé un kiné qui m'a pris comme une balle dans un jeu de quilles, c'est-à-dire qu'il y avait 7 personnes en même temps qui ne s'est pas du tout intéressé à moi, qui ne m'a pas du tout soulagée. Et là, j'ai commencé à me dire que je ne m'en sortirais pas, quoi, que j'y arriverais pas. Donc, la dermato a dit, bah, écoutez, on va faire un examen dermatologique, on va vous mettre des petites choses dans le dos, on va voir à quoi vous êtes allergique. Et donc, résultat, j'étais allergique à quoi?
aux médicaments que je prenais et qui me soulageaient quand même, qui me permettaient de marcher. Voilà. Alors, quand elle m'a dit, il faut immédiatement arrêter ce médicament. Et évidemment, j'ai entendu, ma chérie, me parle comme ça, quand je m'aime bien, ma chérie, tu ne vas pas arrêter ce médicament, tu vas comprendre pourquoi tu te sabotes avec ce médicament qui jusqu'à présent te soulageait. Et donc, j'ai entendu derrière cette histoire de médicaments que mon corps ne tolérait plus à ce moment-là, puisque j'avais développé un eczéma de la paupière, que j'avais en fait, j'avais à détricoter cette croyance limitante. Par Donc, je rapport l'ai à l'hôpital, en fait, par vous avez... rapport à l'hôpital, par rapport à je ne serai jamais bien soignée loin de cet hôpital. Je dois être soignée. En fait, il faut que je reste près de cet hôpital pour être bien soignée. Donc, j'ai détricoté la croyance. J'ai fait un travail émotionnel, évidemment, parce qu'il y avait un gros paquet émotionnel. Et puis, comme par magie, d'abord, les douleurs ont commencé à aller mieux, déjà, parce que en fait, tout était relié. Et puis ensuite, l'eczéma de la paupière a disparu. Voilà. Donc, donc là, c'était vraiment une croyance limitante qui faisait que j'avais attiré à moi cette situation pour vérifier que ma croyance, elle était bien vraie. Je ne pouvais pas aller bien loin de cet hôpital où j'avais été diagnostiquée et puis j'avais confiance. J'ai été hospitalisée plusieurs fois en chaise roulante. Enfin, c'était un hôpital. Quand j'arrivais, j'étais en chaise roulante, je repartais debout. Donc, j'avais confiance, quoi. Voilà. Oui, tu t'étais dit, en dehors de cet hôpital, point de salut, en fait. Exactement, Mm. exactement. Et les croyances limitantes sont très, très puissantes. Parce qu'en fait, ça m'a fait attirer ce kiné, que j'ai jamais revu d'ailleurs, et ce médecin, ce rhumatologue, que j'ai pu aller voir ensuite, il me semble. Mais là ça avait été très compliqué, quoi. Mais pour valider ma croyance limitante. Donc la clé, c'est, pour cette deuxième expérience, c'est travailler sur ces croyances limitantes, les conscientiser pour finalement qu'elles ne nous impactent pas trop au niveau de notre santé. C'est ça. Mais là, en fait, le chemin, ça a été quand même d'aller jusqu'à faire ce test avec tous les produits dans le dos. Et la bascule s'est faite quand elle m'a dit, vous arrêtez immédiatement votre médicament. Mm. J'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je me sabote avec ce médicament maintenant? Et donc, c'est là que j'ai commencé à chercher. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, bon, quand on commence à écouter, je dirais, la face cachée, ça peut émerger assez vite quand même, hein. Oui, c'est ça, il faut se faire confiance C'est ça. aussi. Mm. Mais Alors, troisième, c'est bon pour la deuxième? Oui. Troisième expérience, le psoriasis en gouttes. alors là, c'était une expérience incroyable aussi, parce que le psoriasis en gouttes, quand il est arrivé, c'est encore un problème de peau. Donc les problèmes de peau, est-ce que je le savais à l'époque? Je ne sais pas trop, c'est conflit de séparation. Mais donc ce psoriasis en gouttes, en fait, le psoriasis en gouttes, ce sont des pustules qui sont sur tout le corps, pas sur la figure, mais les bras, le buste, les jambes, à l'intérieur du corps, la face interne. Et en fait, donc c'est une maladie incurable. Donc je suis d'abord allée voir la dermato, d'abord elle n'avait pas vu que c'était un psoriasis en gouttes. Ensuite, elle m'a envoyé voir un grand professeur qui m'a dit, ben voilà, il a arraché une pustule, il a ouvert un grand livre et il m'a dit, c'était dans un hôpital, il m'a dit, ben voilà, vous avez un psoriasis en gouttes, c'est incurable. Oui, bon, je suis partie avec ça. Et là, j'ai commencé à faire, parce que j'avais un peu l'habitude de chercher la face cachée. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai regardé ce que je vivais dans ma vie. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en plein divorce. Et le divorce se passait super bien. C'est-à-dire que le divorce, on avait décidé de se séparer de commun accord. On était tranquille, quoi. Intellectuellement, tout était OK. Moi, j'étais content. Je dis, ouais, je vais pouvoir
être libre de faire ce que je veux, je n'aurais pas de compte à rendre, etc. On était vraiment OK. C'était une séparation, un divorce qui se présentait très bien. On n'était pas encore divorcés, non. Voilà, ça se passait très bien. Sauf que mes petites femmes intérieures, la femme de 24 ans qui avait rencontré ce monsieur, qui est le père de mes enfants, ma petite femme donc de 20, 24 ans, 25 ans, et puis 30 ans, qui avait donc eu des enfants, puis cette femme qui avait vécu des choses pour la vie, en fait. Moi, quand je me suis mariée avec ce monsieur, moi, je ne m'étais pas mariée pour que ça s'arrête. Quelques années, ouais. Voilà. Mais c'était très juste intellectuellement de se séparer. C'était absolument indispensable et OK pour nous deux et pour moi. Sauf que mes petites femmes intérieures, je veux dire ça comme ça, on parle de l'enfant intérieur, mais là, moi, je parle de mes petites femmes intérieures, celle qui s'est mariée, celle qui a eu des enfants, enfin, celle qui, je sais pas, a fait des tas de choses avec ce monsieur. Ben, ces petites femmes, elles n'étaient pas d'accord. Émotionnellement, elles étaient figées, on va dire figées. Le paquet émotionnel était dans le congélateur, dans l'inconscient. Voilà, moi je parle beaucoup de fivement, de ce qui est dans le passé, qui n'a pas été régulé, il est dans le congélateur, dans l'inconscient. Mais Et donc, toi, consciemment, tu ne ressentais pas ces émotions. Pour toi, pas tout était OK consciemment. du tout, et j'étais très surprise. Si je vais dire merci le psoriasis en gouttes. Et alors, ce qui est très intéressant dans le psoriasis en gouttes, et dans toutes les maladies, on a un peu ça, c'est-à-dire que la manifestation de la maladie devrait nous donner des indications. Et en fait, pourquoi les pustules qui ressemblaient à des points de colle sur tout mon corps étaient à l'intérieur du corps? Parce que lorsqu'on est amoureux, on se colle, on est fusionné, on a comme des points de colle. Et quand on se sépare, ça laisse la trace des points de colle. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, je l'ai compris en même temps. J'ai dit, mais elle représente quoi ces pustules? Et je me suis dit, tiens, on dirait des points de colle. Enfin, après, bon, ça se fait. Mais le travail que j'ai dû faire, c'est d'accepter que intellectuellement, dans ma tête, c'était OK, mais dans l'émotionnel, dans le sensoriel, c'était pas OK du tout. J'avais mes petites femmes intérieures qui pleuraient, qui disaient, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Donc, je les ai libérées émotionnellement avec la pratique en santé émotionnelle que j'utilise là, qui est très rapide. J'ai réussi à faire ce qu'on appelle un différé à distance. Bon, moi, j'ai un peu inventé ça à ce moment-là. Et en fait, je les ai libérés, je les ai écoutés et je les ai libérés voilà, du paquet émotionnel. Et donc, le psoriasis en gouttes n'est plus jamais revenu. Voilà. Encore une maladie incurable avec la spondylarthrite ankylosante qui a été guérie. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que si tu avais conscientisé les émotions de ces petites femmes intérieures, comme tu les appelles, cette maladie ne serait peut-être pas venue t'alerter? Peut-être qu'au moment de la séparation, oui, ça peut être intéressant pour des gens qui se séparent. Il y a le mental qui est content, il y a la pensée, tout ça, mais peut-être prendre le temps d'interroger la petite femme qui a rencontré ce monsieur, parce que quand je l'ai rencontré, moi, c'était lui, quoi. Bon, C'est un idéal et tout ça. un idéal, c'est surtout, moi aujourd'hui, ce que je pense, c'est que l'homme qu'on rencontre, il nous permet de régler nos problématiques non réglées avec son père quand on est une femme ou sa mère quand on est un homme. En fait, il sent bon le sable chaud, non. Il est là et il porte en Quelques mois, quelques mois. oui, mais quelques mois. Mais de toute façon, il porte en lui tous les ingrédients pour que je puisse, avec lui ou sans lui d'ailleurs, là, ça n'a pas été possible avec lui, mais que je puisse, avec lui, grandir dans mes problématiques non réglées, non régulées, mes blessures du passé. Et c'était l'homme idéal pour ça. Mais j'en avais aucune conscience. Voilà, je pourrais en parler longuement, mais j'en avais aucune conscience. Et donc, oui, quand on décide avec sa tête, peut-être prendre le temps de se remettre à la partie intérieure. Ça peut être un enfant intérieur. Moi, je fais beaucoup travailler les gens sur l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur, l'écouter, le questionner, lui demander comment il va, de quoi il a besoin là maintenant.
Mm. Oui, je fais une petite parenthèse sur le couple, comme tu en parlais. C'est vrai que Walt Disney nous a vendu du rêve sur le couple idéal, mais le couple idéal, c'est quand même celui qui nous fait évoluer, hein. Il faut quand même le préciser. Alors, alors moi, je dirais le couple idéal, c'est de toute façon, enfin le couple idéal. euh, Quand on rencontre la personne, surtout là, je me suis mariée, etc., c'était lui, parce qu'il me permettait de, je redis, de régler les problématiques non réglées. Mais il faut être deux aussi, c'est-à-dire que moi, plus j'avançais, donc moi, après, j'ai développé la maladie grave, là, mon mari n'était pas du tout, je dirais, soutenant, au contraire, il me poussait, il me bousculait. À la limite, c'était bien parce que je n'ai pas eu de bénéfices secondaires. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu continuer ma vie avec lui si nous avions fait tous les deux Le l'expérience chemin. Mm. de nos épreuves et de grandir ensemble. Aujourd'hui, je vis avec je suis mariée avec un deuxième monsieur, et c'est ce qu'on fait quand on a des épreuves, on en a tous, on grandit avec. C'est pas de la faute de l'autre, l'autre n'y est pour rien. On est soutenant parce qu'en plus, moi, je pense que quand on rencontre l'autre, j'ai appris ça de la méthode Imago, on a très certainement une blessure au même stade d'évolution. Donc, on ne rencontre jamais l'autre par hasard. C'est le partenaire idéal. Mais après, il y a ce travail de conscience à faire. Et l'autre n'est là pour rien, hein. Il est là enfin, on est là pour s'aimer, mais pour s'aimer dans le respect de ce qu'on est chacun. Et voilà. Euh, le couple idéal, c'est le couple que je peux faire déjà à l'intérieur de moi, harmoniser mon masculin et mon féminin. Mm. Alors ensuite, on va passer à la grippe. Alors, oui, je voulais parler de ça, ça va être rapide. C'est ce que j'appelle la grippe du chef. En fait, je veux raconter ça parce que quand on a un symptôme, une maladie, il y a toujours quelque chose qu'on devrait faire et qu'on ne va pas faire grâce à cette maladie ou ce symptôme. Donc, moi, j'avais eu une grippe et je devais aller à une réunion professionnelle et j'aurais dû, devant mon chef, assumer une posture que je ne voulais pas assumer. C'était vraiment opposé à mes valeurs profondes. Donc, génial, j'ai eu la grippe, j'ai téléphoné que je ne viendrais pas à la réunion, j'étais arrêtée une semaine. À l'époque, je travaillais, j'étais voilà, salariée. Voilà. Donc, super génial. Donc, quand on a un symptôme ou une maladie, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va m'empêcher de faire, d'assumer, de vivre bientôt là? Voilà, si je suis arrêtée une semaine, ben, cette semaine, qu'est-ce que j'avais à faire? Ah ben, je ne pourrais pas aller à la danse. Non, c'est pas ça. Ben, je ne pourrais pas aller à ma réunion de travail. Ouais, c'est ça. Oh, génial, de toute façon, je ne voulais pas y aller. Voilà. Donc là, merci, la maladie nous Ouais. empêchait de faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Donc dans ce cas-là, la solution, en fait, c'est de Alors, conscientiser. alors là, de toute façon, honnêtement, oui, de conscientiser de toute façon, de remercier la grippe qui n'était pas si grave, hein, leur remercier d'être là, de m'avoir permis de m'arrêter une semaine. Euh, J'aurais pu peut-être avant prendre la décision de ne pas y aller, j'en sais rien. Moi, de toute façon, je ne voyais pas comment je pouvais assumer ma position. Enfin, après, j'aurais pu travailler sur ça peut-être, mais là, j'étais, je sentais qu'ils m'auraient pris en grippe si je n'avais pas tenu une position cohérente avec ce qu'ils défendaient. Tu vois, enfin, voilà. Ah ouais. Donc, je ne voulais pas qu'ils me prennent en grippe. Je voulais rester loyale avec mes valeurs. Donc, bah, il y a eu la grippe. La maladie a toujours du sens, elle vient toujours nous éclairer. Ouais. C'est le Mm. message, Oui. elle n'arrive jamais par hasard. Mm. Moi aujourd'hui, je les prends comme des cadeaux, même si j'ai eu 2 maladies graves, incurables. Alors, cinquième maladie, c'est une maladie avec un nom un petit peu bizarroïde, c'est la capsulite rétractile. Alors, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé, hein. Peut-être nous dire ce que c'est, parce que peu de gens connaissent, je pense. Alors, la capsulite rétractile, si quelqu'un a déjà vécu ça, il va dire aïe, 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 aïe. C'est pas grave, mais c'est hyper douloureux. En fait, la capsulite rétractile, c'est une douleur dans l'épaule
qui, en fait, ce qu'on appelle aussi l'épaule gelée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'épaule est complètement bloquée. Bloquée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus décoller le bras, on ne peut plus bouger, on peut plus rien faire. C'est des douleurs 10 sur 10 non-stop. 10 sur 10 non-stop. C'est très, très douloureux. Au départ, je souffrais tellement que je suis allée faire une infiltration, ça a été pire. Et après, j'ai eu donc il m'avait mis, comme je souffrais vraiment trop, il m'a mis sous opium. Et là, complètement, complètement à l'ouest. Et là, ben, j'ai dit, je vais aller chercher la face cachée de tout ça. Mais quand on souffre trop, c'est difficile de faire un travail d'intériorisation. Donc, j'ai commencé à faire ce travail de faire baisser la douleur naturellement. C'est d'ailleurs les ateliers que j'offre, hein, c'est-à-dire 5 ateliers pour faire baisser la douleur naturellement avec différentes approches, différentes façons de faire. Et donc, j'ai commencé à faire ça. La douleur était à 10, elle a commencé à baisser à 9. Et puis après, à 8, à 5, à 4. Et quand la douleur a commencé à vraiment baisser, on va dire 3, 4, il fallait que j'y revienne quand même, parce que les choses n'étaient pas réglées. Eh bien, à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de faire le lien comme je pouvais. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, il ne fallait pas que je cherche seulement dans ma vie incarnée là maintenant, mais il fallait que je cherche dans le transgénérationnel. Et en fait, j'avais tous les éléments. C'était le moment où mon petit-fils est né, un petit-fils qui est né. Et alors, il faut savoir, quand on a l'épaule gelée, on ne peut pas prendre un bébé dans les bras, hein, on ne peut pas lui donner à boire, hein, ce n'est pas possible, hein, on est complètement bloqué. Donc, mon petit-fils est né et mon petit-fils a le même prénom que mon père. Et quand mon père est né, sa maman, c'était dans les années, je ne sais pas, 20, par là, sa maman est née sans bout de sein, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas allaiter son enfant. Il n'y avait pas de lait maternisé à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Par chance, la sœur de son mari venait d'avoir un enfant et a donc allaité son propre fils, mon père. Donc, mon père et la fille de la tante, donc, sont ce qu'on appelle des frères et sœurs de lait. Sauf que ma grand-mère, pardon, qui a donc eu son enfant sauvé par sa belle-sœur, elle détestait sa belle-sœur. J'ai toujours entendu ma tante dire qu'elle détestait sa belle-sœur. Et en fait, dans le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre à sa charge une problématique non réglée, puisque là, en fait, elle lui avait sauvé son enfant, mais ma grand-mère était toujours dans la colère, la haine, etc. Enfin, elle est décédée, ma grand-mère, depuis, mais voilà. Donc, elle est décédée avec ça, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je dirais, des paquets émotionnels. Les paquets émotionnels, qu'ils soient dans le transgénérationnel ou pas, ils vont, quand ils ne sont pas réglés, donc ma grand-mère avait de la colère contre cette belle-sœur, donc elle n'a pas réussi à dépasser ça, et moi j'ai récupéré, enfin non, le paquet émotionnel est parti dans l'inconscient, et moi je l'ai récupéré dans mon inconscient à moi. Et moi, quand j'ai eu un des éléments, comme dans la Madeleine de Proust, mais là, la Madeleine de Proust à l'envers, c'est-à-dire le prénom de mon père, la naissance d'un bébé, j'avais des éléments pour que le cerveau, qui est très intelligent, il aille chercher dans le congélateur, dans l'inconscient, il dit « Ouais, mais j'ai une histoire qui n'est pas réglée avec un prénom comme ça, et puis aussi avec un bébé qui arrive, etc. » Et donc, l'inconscient m'a ressorti la problématique non réglée en même temps que la capsule rétractile qui venait parler de ça. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. En te paralysant un petit peu pour que tu puisses pas t'occuper de ce bébé, c'est ça? Alors, pour que je ne puisse pas m'occuper du bébé, le bébé, de toute façon, il est à 500 km, mais surtout que je puisse mettre de la conscience sur le lien que j'avais fait, que je pouvais faire là maintenant. En fait, c'était une opportunité pour la lignée que je libère la mémoire transgénérationnelle.
Est-ce que tu l'as fait seule ou tu as besoin d'un thérapeute pour mettre de la lumière sur tout ça? J'ai fait toute seule, parce que moi, c'est mon métier aussi maintenant. Oui, c'est ça. Donc, ça m'est arrivé il y a pas, enfin, il y a un petit moment quand même. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça avait beaucoup baissé, la douleur, j'allais beaucoup mieux, etc. Je prenais plus de drogue, rien. J'allais bien, enfin, j'allais mieux, mais j'avais toujours cette sensation, je me dis, ça va recommencer. En plus, quand on a une pathologie, on rencontre des gens qui ont la même pathologie et qui vous disent, ah non, mais moi, ça a recommencé. Ah, vous avez peur, ça recommence. Et c'est là où, tant que c'est là, il Tu y a un sentais que ça planait, quoi. je sentais que ça pourrait recommencer, mais ça a été vraiment une épreuve, hein. Et donc, à ce moment-là, c'est là où j'ai dit, bon, je vais m'occuper. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le contexte? C'est la naissance de mon petit-fils qui a le même prénom. C'est quoi? Ah ben, etc. Et là, j'ai remonté. Et le nettoyage, on va dire, moi, je dirais, j'ai libéré ma grand-mère. J'avais pris à ma charge sa colère, capsulite, toutes Oui. les Ouais, ouais. toutes les maladies en HIT, c'est de la colère refoulée. Donc, j'avais pris à ma charge la colère de ma grand-mère, qui était partie dans l'inconscient congelé, qui est remontée parce qu'on avait les ingrédients, la Madeleine de Proust, j'aime bien dire ça, on avait le prénom, la naissance. Et du coup, moi, j'ai pu mettre de la lumière en travaillant sur l'émotionnel. Voilà, j'ai travaillé à plusieurs endroits au niveau de l'émotionnel. Et depuis, c'est fini. Et ça peut ne pas être évident pour les personnes, en fait, de mettre de la conscience sur tout ça. Parce que même si toi, il y avait le prénom qui pouvait te faire un peu tilt, mais des fois, en fait, c'est pas évident de se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose dans la cave, un peu comme dit Anne Ancelin, Berger. En fait, c'est pas évident, en fait, de se rendre compte Alors, du... ouais. Ouais. Si on commence à être dans cette écoute de il m'arrive un symptôme ou une maladie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a le médecin Pierre-Jean Thomas Lamotte, lui dit de remonter même à 6 mois, jour pour jour, des fois à 6 mois, il s'est passé quelque chose. Lui il dit 6 mois. Mais déjà, on peut regarder dans ma vie, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et puis, les ingrédients. Bon, je pense que la Madeleine de Proust, tu veux que je redise que c'est la Madeleine de Proust ou pas? Ouais, je pense que les gens connaissent. Ça peut être ouais, le fait de quelque chose qui amène une réminiscence, en fait. Alors, la Madeleine de Proust, en fait, il y avait la Madeleine, quand Proust mangeait la Madeleine chez sa grand-mère, il y avait une certaine lumière, il y avait une certaine chaleur, il y avait les pots de confiture, il y avait, etc., etc. Et en fait, il y avait des couleurs, des odeurs, des sons, des Une ressentis, mémoire sensorielle, en fait. une mémoire, voilà, une mémoire sensorielle. Et quand on se retrouve dans une situation où il y a les mêmes ingrédients sensoriels, c'est pour ça que le cerveau va nous donner une opportunité pour nous libérer, même dans le transgénérationnel. Et bien à ce moment-là, on dit, tiens, moi je l'avais compris, j'ai dit, tiens, bah, il s'appelle exactement comme mon père. Je trouvais ça bizarre. Mais voilà, après, si on a cette écoute derrière la face cachée du symptôme ou de la maladie, après, ça devient un peu un réflexe. Eh bien, on va découvrir je dirais, les ingrédients de la Madeleine de Proust à l'envers. Il y a quelque chose qui est commun. Donc là, il y avait le prénom, il y avait donc la naissance, puis il y avait la colère, parce que le capsulite, les maladies en HIT, colère refoulée. Oui, ça peut être un prénom, une date anniversaire. Ça peut être une couleur, parfois, moi j'ai eu une cliente, elle vient me voir, elle me dit, à chaque fois que je passe devant un étalage de poissons, chez un poissonnier, j'ai une crise d'urticaire qui sort d'un seul coup. Eh bien, c'était pas compliqué, ça a été vite fait en une séance. Un jour, elle était avec son compagnon, ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble, et ils allaient pour faire des courses, et je crois qu'ils achètent le poisson, ou juste avant d'acheter le poisson, il lui dit, il faut que je te dise quelque chose, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, on est sur le rail sensoriel. C'est-à-dire qu'on a l'étalage du poissonnier, on a la mauvaise nouvelle, on a l'émotionnel avec, et tous les ingrédients. Donc, parfois, ça peut être une couleur. Par exemple, quelqu'un qui apprend une mauvaise nouvelle et il est juste devant un champ de colza.
Donc, quand il va y avoir du jaune dans sa vie, ça va peut-être remonter une problématique non réglée. Voilà. Ouais, ça, le cerveau fonctionne par analogie Tout à fait. jusqu'à un point où on perd la trace presque de l'origine. Le cerveau, oui, fonctionne par analogie. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la pratique là, en santé émotionnelle. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que tout ce qui n'est pas réglé émotionnellement, le passé, ben, il est dans le passé, mais le paquet émotionnel, il est dans le congélateur. Et le cerveau, il en a beaucoup dans son congélateur, dans l'inconscient. Et donc, il veut pas les garder éternellement. Donc, dès qu'il y a une occasion, c'est pour ça que des fois, 30 ans, 20 ans, 40 ans après, ça va ressortir. Parce qu'il y aura un élément de la situation, un élément commun avec la situation. Oui, au passage, le temps ne règle rien. Ok. Alors là, ça c'est sûr. Quand les gens disent non, mais je vais attendre, ça va. Ben non, Non, non ça seulement marche ça ne règle rien, mais en plus, ça vous épuise parce que le cerveau, lui, il a du boulot à gérer en permanence toutes ces problématiques voilà, qui sont dans l'inconscient. Et lui, il a de cesse de chercher une solution pour que ça se règle. Ouais, ça épuise, ça baisse peut-être même le système immunitaire. Donc, vaut mieux laisser tout ça ressortir et le traiter une bonne fois pour toutes, hein. Le ressortir pas en abréagissant, comment dire, en faisant des crises de colère, ça règle. Mm. Aujourd'hui, on le sait maintenant, abréagir ne règle rien. Crier, taper sur les coussins, bon, ça c'était bien une époque, on n'avait pas autre chose. Mais maintenant, euh, en tout cas avec la pratique que j'utilise, la méthode sensorielle, c'est assez magique parce que ça va très très rapidement à la source désactivée. Mm. Alors, dernière maladie, mais non des moindres, c'est la spondylarthrite ankylosante. Voilà. Donc ça a été, je vais dire aujourd'hui, le gros cadeau de ma vie, mais ça a été une énorme épreuve. Donc la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie génétique, évolutive, dégénérative et non curative. On m'a annoncé ça, ça a commencé, j'avais 25 ans, on n'a pas trouvé pendant 5 ans ce que j'avais, on voulait mettre chez les fous, etc., etc. C'est une maladie génétique. Et le grand professeur à l'hôpital dont je parlais tout à l'heure, là, m'a dit, écoutez, ah non, madame, il faut venir, vous avez une maladie incurable, etc. Vous serez en chaise roulante à 40 ans, j'en avais 30. Je suis vite allée voir d'autres médecins en demandant, mais je ne veux pas être en chaise roulante. Et par 2 fois, ils m'ont dit, si, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Et j'avais une forme extrêmement sévère. Qu'est-ce que c'est la spondylarthrite? Ce sont les ligaments, donc un gène défectueux déjà, le HLA-B27, et donc, les ligaments entre les vertèbres s'ossifient. Et du coup, ça fait non pas une colonne vertébrale souple, mais une colonne vertébrale ossifiée, comme une colonne de bambou. On dit ça. Voilà. C'est la petite sœur de la polyarthrite chronique évolutive. Spondylarthrite, colère refoulée, voilà. Donc, cette maladie, je ne vais pas vous dire que j'ai été guérie en une fois. Ça a été un parcours qui m'a beaucoup appris de choses. Donc, ce que je vais dire en premier, la première chose que j'ai dû faire, c'est d'accepter la maladie, d'accepter d'aller voir derrière, voir la face cachée, d'écouter ce que la maladie venait me dire. Et si la maladie cherchait à me guérir, donc moi j'ai écrit un livre pour témoigner des enseignements que j'ai tirés de toutes mes guérisons et puis de parler de mon approche en santé émotionnelle. Et donc qu'est-ce que la maladie vient me dire? La maladie nous appelle toujours au changement. Et donc, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Et la maladie nous invite à accepter. Et donc, la première chose que je vais dire, c'est lutter avec la maladie et pas lutter contre. Et pendant, on va dire, les 10 premières années, j'ai beaucoup lutté contre au lieu de lutter avec. Et ça m'a emmenée en chaise roulante. J'ai été plusieurs fois en chaise roulante. Et quand j'ai commencé à lutter avec, à faire ce travail de libération émotionnelle par rapport à la colère, parce qu'en fait, dans la vie, tout est là. Hein. Tout est là. La vie nous apporte tout sur un plateau. Tout est là. Il suffit de se servir, de mettre de la conscience et de libérer ce qui est là dans le présent. Voilà.
Donc, bon, bah, j'ai fait ce travail, j'ai fait beaucoup de choses, je suis devenue psy pour ça, j'étais danseuse dans une compagnie danseuse pro, enfin une compagnie semi-pro, mais de haut niveau, j'ai dû arrêter la danse, on m'avait dit arrêter la danse, arrêter tout, je suis devenue art-thérapeute par une autre approche beaucoup plus respectueuse du corps. La maladie nous invite à du changement, la maladie, elle vient nous dire comment tu peux t'aimer encore mieux là maintenant. Parce que quand on est dans des grosses maladies comme ça, est-ce qu'on s'aime vraiment? Voilà. Et donc, bon voilà, j'ai fait ce parcours, euh, on va dire, plus difficile. Parce qu'il y a des jours, il y a des doutes. Quand vous vous retrouvez à nouveau à ne pas pouvoir marcher, ou les bras rétractés, ou la tête qui ne peut plus bouger, voilà. Mais en fait, ce que j'ai fait aussi, et ça, je conseille ça, j'ai pris le 100% parce que j'allais au début tous les 8 jours à l'hôpital, puis tous les 15 jours. Par contre, j'ai refusé de prendre le macaron à validité pour mettre sur ma voiture. Pourquoi? Pour ne pas m'identifier à la maladie. J'ai refusé d'arrêter de danser. J'ai continué, quand j'ai commencé à aller un peu mieux, à danser, mais je faisais de la danse contemporaine, mais très respectueuse du corps. J'ai refusé j'ai refusé d'arrêter de travailler, voilà, parce que, et je n'ai jamais dit à personne que j'avais cette maladie grave, mais enfin, le jour où je l'ai dit, ça m'a coûté cher, parce qu'après, les gens vous identifient à ça, on ne vous fait pas confiance, etc., etc. Et quel changement majeur, en fait, que tu considères être le pivot dans cette maladie qui t'a permis d'aller vers la guérison? S'il y Alors, en avait un. le changement majeur, c'est pour ça que j'en ai parlé en premier, c'est je lutte avec ma maladie et pas contre. Et quand tu J'ai- luttes avec, ça veut dire quoi, en fait, pour toi? Je lutte avec, c'est-à-dire que j'accepte cette maladie comme un message de mon corps. J'accepte que bah, la maladie est arrivée là, a du sens dans ma vie, vient me parler de moi, elle cherche à me guérir de mes blessures. Pour moi, c'était émotionnel. Il y a des gens qui s'en sortent avec l'alimentation, il y a des gens qui s'en sortent autrement. Moi, c'était mon chemin. Moi, la maladie est venue me guérir de mes blessures émotionnelles du passé. Je suis une grosse traumatisée. J'ai fait aussi, comme c'est une maladie génétique, dès que c'est génétique, c'est intéressant de travailler dans le transgénérationnel. Donc, j'ai fait un travail dans le transgénérationnel, là, je me suis fait accompagner et j'ai rendu symboliquement le lien, on dirait le gène à une personne à cette génération. Je n'ai pas guéri tout de suite. J'ai fait tout un tas de choses comme ça, mais en fait, ce qui m'a vraiment permis de guérir, et ça a été net le jour où j'ai dit, bon, c'est fini, je suis plus malade et j'avais encore des médicaments qui me soulageaient à l'époque. Et en fait, c'est quand j'ai eu accès à un des, que je considère comme un des plus graves traumatismes. Voilà, ça s'est trouvé que j'ai pu avoir accès à ça et c'est comme si ça m'avait alignée, j'étais alignée, quoi, alignée. Oui, c'est ça, par un psychiatre qui était censé t'aider. Pas un psychiatre, c'était pas un Ouais. psychiatre. Ah, c'était pas un psychiatre. Non, c'était pas un psychiatre. Le psychiatre, pour dire, au début, quand j'allais très mal, donc je suis devenue psy, je m'occupais des enfants en difficulté de leur famille. Donc je me suis dit, tu devrais aller voir un psychiatre pour travailler parce que tu prends en charge des personnes, il faudrait un peu nettoyer chez toi. Eh ben, vous allez voir l'état de la personne que j'étais à l'époque. J'y suis allée pendant 2 ans, chaque semaine, et je n'ai pas pu parler une fois pendant 2 ans. Je ne faisais que pleurer. Et c'est seulement après que j'ai commencé à pouvoir mettre des mots. Mais moi, je suis devenue art-thérapeute, je fais un travail de clown aussi. Mais en fait, le travail, disons le travail essentiel pour moi, ça a été de libérer toutes mes prisons émotionnelles. Enfin, tout, comme tout à l'heure, tout ce qui était emmagasiné dans l'inconscient, voilà, bien au chaud et qui revient de temps en temps. Après, peut avoir cette écoute-là. La maladie cherche à nous guérir. Moi, je crois à ça aujourd'hui. Elle a du sens. On n'est pas victime.
Bien sûr, quand ça nous arrive, c'est un peu dur. Je dis oui au diagnostic, non au Oui, c'est pronostic. ça. Tiens, j'ai repéré cette phrase dans ton livre, accepter le diagnostic, refuser le pronostic. C'est super, c'est une phrase forte, ça. Hein. Oui, parce que le pronostic nous enferme dans des statistiques. Moi, je devais être en chaise roulante. Tout le monde me l'a dit. Ben non, je ne suis pas en chaise roulante. Vous ne me voyez pas, mais je bouge. Voilà. J'espère que ça donnera des éclairages aux personnes qui vont écouter. Oui, tu as parlé à plusieurs reprises en fait de la régulation émotionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, oui, moi, en fait, sans le savoir, je faisais de la régulation émotionnelle, je faisais de la libération émotionnelle. Et puis, quand j'ai découvert, il y a plus de 12 ans maintenant, qu'il existait une approche en santé émotionnelle qui utilisait la mémoire sensorielle, je me suis formée, je suis devenue praticienne et j'avais beaucoup d'outils pour accompagner les gens. Mais aujourd'hui, c'est ça que je mets en premier. Parce que c'est un peu, comment on appelle ça, le couteau Je suisse, là. suis, c'est vrai. C'est-à-dire que ça marche pour les phobies, ça marche pour euh, les émotions perturbatrices, la jalousie, la procrastination, euh, euh, les comportements, toutes les peurs, bien sûr, peur de passer un scanner, peur de passer son permis de conduire, les comportements, par exemple, pour des gens qui hurlent, qui crient, quitte à le regretter 5 minutes plus tard, c'est vraiment un cadeau parce que ça permet de se libérer émotionnellement très facilement. On peut être accompagné en séance accompagnée, mais surtout, on peut l'apprendre et l'utiliser en autonomie. Alors, parfois, il y a des petits réajustements à faire. Voilà, moi, c'est des choses que je fais. Je forme les gens à l'autonomie émotionnelle pour qu'ils aient dans leur poche cette approche sensorielle pour se libérer. Et s'ils le font dans l'instant, c'est moins de 2 minutes dans l'instant. Par exemple, je sais pas, vous vivez un gros stress, vous n'attendez pas, vous allez tout de suite au lieu de réagir, de pleurer, etc., tout de suite connecter à la mémoire sensorielle de votre corps et laisser votre corps réguler, désactiver à la source dans le fameux congélateur du cerveau, là, dans l'inconscient. Et ça va se déprogrammer au cœur de la cellule. Et quand vous allez vous retrouver dans la même situation, ça ne fera plus rien. Moi, par exemple, j'avais le cafard le matin. Je ne comprenais pas. Je me levais le matin, j'avais le cafard. J'avais aucune bonne raison d'avoir le cafard. Ben, un matin, je me suis levée. Dès que j'ai senti que j'avais le cafard, je l'ai fait. J'ai fermé les yeux et je me suis connectée à les mémoires sensorielles. Et terminé. Le lendemain, c'était fini. Parce que c'est une libération qui va à la source, dans l'inconscient. Je ne sais pas si je suis claire. Si. C'est une clé en fait fondamentale pour laisser les mécanismes d'auto-guérison prendre leur essor, parce que si on laisse toutes ces émotions nous contraindre, ils ne peuvent pas vraiment agir. Ça, c'est très juste ce que tu dis parce que euh, là, on a une capacité en permanence, je vois que tu as lu mon livre, Oui, je suis bien renseignée. on a une capacité en permanence d'auto-guérison. C'est-à-dire que la peau, on va se griffer, la peau va se réparer. J'ai plus les jours en quelques jours. Le foie, c'est quand même 400 ou 800 jours. La rétine, c'est plusieurs semaines, je ne sais plus. Le corps, en permanence, il ne cherche qu'une chose, c'est s'auto-réparer, retrouver l'homéostasie. Les enfants, ils comprennent, ils tombent, ils ont le genou écorché. Si avec le bon conseil de maman, ils vont arrêter de gratter la croûte, et bien, au bout de quelques jours, ça dépend la taille de la blessure, mais ça va être réparé. Ils auront une peau toute rose puis toute neuve. Donc, mais si on a un écran émotionnel, on a des vieux paquets émotionnels du passé qui sont là, non gérés, non régulés, ils vont venir entraver cette capacité de guérison. Aujourd'hui,
dans ma vie, moi, je ne me laisse plus entamer par quoi que ce soit. Dès que j'ai quelqu'un, on va dire, qui me fait quelque chose que j'aime pas, mais en fait, la personne n'y est pour rien. Que je suis avec quelqu'un et que je ne me sens pas bien, une parole, un geste, etc., je vais tout de suite libérer ça. Et puis, pour permettre à mon corps d'être tout le temps dans cette homéostasie. Et aujourd'hui, malgré mon grand âge, je n'ai plus de douleur, je n'ai pas de difficulté de santé. Voilà, c'est pour ça que je peux dire qu'on peut vivre en bonne santé émotionnelle déjà, et ça favorise une bonne santé. Voilà. Chaque fois, finalement, que quelque chose vient t'activer, au lieu de le voir comme une tuile, tu vas le voir comme une occasion de libération. Donc, ça change tout, en C'est fait. ça. C'est ça. Je ne le vois pas, je le vois comme une opportunité de libération. Je le vois comme une occasion de libération. Et surtout, comme je suis praticienne, je suis formée évidemment, surtout, je l'utilise tout de suite. J'attends pas, je réagis pas, je pleure pas, je crie pas, je me mets pas dans un coin, je suis pas triste. Alors, quand même, parfois le corps, il va le faire tout seul. Hein. Mais quand il le fait tout seul, je peux raconter une petite anecdote. Oui, bien sûr. Alors, je suis allée à une réunion. J'arrive à la réunion et puis la personne me dit « Ah non, non, mais la réunion n'a pas lieu là, elle a lieu dans l'autre ville. » Il me fallait 20 minutes pour y aller. C'était une réunion, j'allais pour la première fois. J'étais pas tranquille. Je me dis « Bon, bah, je pars. J'aurais pas dû partir. J'aurais dû déjà essayer tout de suite de voir ce que ça faisait. Mais je pars et puis au moment où je pars, je me dis « Bon, ben, je vais m'arrêter. » Et je vais faire le reset au stress, la régulation. Et puis au moment où je dis ça, en fait, ça s'est passé très vite. En fait, à peine j'étais partie, que ça avait régulé dans mon corps. Et je l'ai senti. Donc, je me suis quand même arrêtée. Et j'ai dit, ça me fait... J'étais en retard, de toute façon, j'étais en retard. Je dis, ça me fait quoi dans mon corps, là, d'être en retard? J'étais tranquille. Je ne vais pas dire que je m'en foutais, mais c'était OK, quoi. J'étais en retard, j'étais en retard. Je suis arrivée, je me suis excusée, et puis voilà. Et donc, le corps, en fait, dans la pratique sensorielle que j'utilise, on utilise une capacité naturelle qu'on a de régulation émotionnelle qui, la plupart du temps, fonctionne, heureusement. Mais quand elle est bloquée, pourquoi? Parce qu'il y a le vieux paquet dans le congélateur qui est raccroché et que le cerveau il dit bah, profites-en pour nettoyer les deux en même temps. Et bien à ce moment-là, on va utiliser la même procédure qu'il aurait utilisée s'il n'y avait pas eu le vieux paquet qui était là. Donc, toute la journée, vous régulez sensoriellement sans le savoir. Vous n'en apercevez même pas. Quelqu'un va vous dire une phrase désagréable, oh oui, bon, bah, ça passe. Et puis des fois, ça ne passe pas. Et là, ça va commencer à vous pourrir la vie. Mais c'est parce qu'il y a un vieux paquet raccroché, d'où l'intérêt de laisser faire la mémoire sensorielle qui, elle, a tout enregistré, même dans la vie intra-utérine. Et ça, c'est une compétence donc, que tu apprends et qui s'apprend une bonne fois pour toutes, qu'on peut réutiliser à l'envie, en fait. Exactement. Moi, je fais une formation à l'autonomie émotionnelle. Donc, et après, les gens peuvent l'utiliser autant qu'ils veulent. On peut, alors au début, on l'utilise beaucoup parce que, enfin, quand on y pense, des fois on n'y pense pas. Puis après, on a beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins d'occasions. Mais en tout cas, on a. Alors, j'ai volontairement fait cette formation sur 3 mois pour justement pour que les gens prennent l'habitude de voir ah il pourrait le faire pour ça, il pourrait le faire pour ça. J'ouvre beaucoup de possibles. Ah on pourrait le faire pour ça parce que j'ai beaucoup formé les gens, mais en fait ils oublient. Et après ils me disent oh là là ah ben oui ça marchait super bien, j'avais des angoisses tous les jours avant, mais maintenant j'en ai plus. Super. Mais ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient le faire, par exemple, pour quand s'ils sont jaloux de leur conjoint, parce que ça pourrit bien la vie aussi. Voilà. Oui, c'est ça, toutes les hyperréactivités. Et tu dis une chose aussi qui est belle dans ton livre, c'est en fait, quand on enlève tout ce fatras de négativité, on retrouve notre vraie nature qui est la joie, en fait. Et voilà. Notre vraie nature, c'est d'être en permanence apaisé à l'intérieur
Et quand on est apaisé, la joie émerge, c'est-à-dire on va pouvoir, moi je vois, j'ai devant moi là, j'ai le ciel qui est beau, je vais pouvoir m'étonner, je vais pouvoir me remplir de gratitude d'être avec Anne là, qui m'invite, etc. Parce que comment je peux être dans la joie si j'ai les vieux paquets là qui sont, on dit les casseroles aussi, qui sont là. Donc, quand je suis apaisée intérieurement, ça laisse monter la joie. Pourtant, chez moi, c'était pas naturel, hein. Moi, je voyais que le négatif, moi. Je voyais que le négatif. Dès qu'il y avait un problème, parce que le cerveau reptilien, il est très fort. Lui, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est le négatif, c'est qu'est-ce qui va vous mettre en danger. Et quand, en fait, j'aime bien raconter ça, quand je suis activée, par exemple, mon compagnon va me dire je ne sais pas. Si sur cette phrase j'ai un vieux paquet, je vais partir en live et voilà. Donc en fait, tout est là pour qu'on aille bien, à condition qu'on s'en occupe et qu'on nettoie, voilà, qu'on nettoie. Et puis ça permet un lâcher prise. Moi, le lâcher prise, oh là là, on m'avait dit il faut lâcher prise, mais je fais comment pour lâcher prise? Et là, on peut facilement par lâcher prise parce qu'on peut facilement lâcher prise parce qu'en fait, on n'a qu'une seule chose à faire. Moi, j'habite en Charente-Maritime, on a à avoir un QI d'huître ou de moule. On est juste dans le sensoriel et on ne pense pas, juste ressentir. Et d'ailleurs, c'est connu, on ne peut pas à la fois penser et ressentir. Donc, les gens qui font de la méditation, ils savent ça. Toute la difficulté. Non, ça s'apprend. Oui, la difficulté, mais c'est ça. C'est à la fois une difficulté et une facilité, parce que moi, je ne sais pas lâcher prise autrement. Moi, je lâche prise quand je peux m'intéresser à mon sensoriel, et encore m'intéresser à mon sensoriel, mais sans lui dire ce qu'il a à faire. Mmh. Je lui donne la Alors, main. ouais, c'est ça. Alors, Emeline, on arrive maintenant au terme de cette interview. Est-ce que tu aurais envie de nous dire un dernier mot? S'il fallait, par exemple, ne retenir qu'une clé principale, ce serait laquelle? Alors, comme j'ai parlé de maladie, là, de symptômes de maladie, je vais rester sur cette thématique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de chercher la face cachée de tout ça, le message caché qui est derrière, de prendre du temps pour écouter ça. La maladie nous invite toujours à un changement. Elle nous dit, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour que tu sois plus en harmonie avec toi-même, plus aligné entre ce que tu penses, tes actions, tes valeurs, etc., etc. Et donc, là, on n'est pas obligé de souffrir plus qu'il faut. La souffrance, c'est juste un témoin d'alarme, hein, voilà, ça ne va pas. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Et est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots à propos de l'atelier que tu proposes pour le sommet? Parce que je pense Oui. que ça peut intéresser quand même pas mal de monde. Eh bien oui, comme j'ai beaucoup souffert avec ma fameuse capsule très tactile, et j'en ai profité, et c'est ça qui m'a donné envie. Donc, j'ai remobilisé toutes les techniques naturelles pour faire baisser la douleur. Ça marche très bien. Et j'ai fait un challenge où j'ai appris aux personnes en ligne qui étaient là comment faire pour faire baisser la douleur naturellement. Alors, un jour, on utilise une technique, le lendemain, une autre, etc. Et j'ai donc enregistré ces ateliers que j'ai proposés à Anne. Et donc, 5 ateliers pour apprendre à faire baisser la douleur naturellement. Et évidemment, il faut essayer, voir ce qui parle. Alors, toutes les personnes qui ont participé à ce challenge sur la douleur, elles avaient toutes des douleurs différentes, ou pas certaines d'ailleurs, c'est que des femmes. Toutes ont dit ça marche, quoi. J'ai réussi à faire baisser ma douleur. Alors, quand c'est des très grosses douleurs, ce sont des très grosses douleurs, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais quand on a une douleur 10 sur 10 et que ça descend à 5, on est déjà bien content. Et qu'on n'a pas
Voilà, on n'est pas obligé. Et puis ça peut être en complément de médicaments, hein. Surtout, oui, c'est important que je dise ça. Tout ce que je propose ne se situe pas, et c'est complémentaire à la médecine. Voilà, soignez-vous toujours en accord avec votre médecin et c'est complémentaire. C'est pour se soutenir, pour s'accompagner vers encore plus d'amour de nous-mêmes. Et comme ça, on est encore mieux avec les autres. Mais super, un grand merci à toi, Emeline. Ce fut passionnant et éclairant. Merci beaucoup. Merci, Anne. Et merci à tous pour votre attention. Merci, Emeline.